Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Critique Multiverselle pour le top des séries 2024. Aujourd'hui nous énumérerons un total de 10 séries, donc trêve de blabla et c'est parti. Mais avant, celles que je n'ai pas vues. Tout d'abord Shogun, série historique de samouraï sur Disney+, située au XVIIe siècle, où un marin passe du statut d'étranger à celui de samouraï, en étant utilisé comme pion de guerre par le leader nommé Toranaga. Dark Matter, série de SF d'Apple, où un père de famille est enlevé dans un autre monde et où sa vie n'est pas la sienne, et où il devra voyager à travers plusieurs mondes pour retrouver les siens. Présumé innocent, autre série Apple TV où l'un des membres du bureau du procureur est accusé de crime horrible à Chicago. Sur Netflix, Terminator Zero, série d'animation se déroulant à deux époques distinctes, où dans l'une l'IA Skynet commence à prendre du pouvoir et commence sa guerre, ou dans l'autre la guerre fait rage, et où les derniers humains continuent de se battre contre les machines. Sur Netflix, toujours, se déroule la série Ripley, qui raconte l'histoire vraie d'un escroc new-yorkais dans les années 60, qui est engagé pour amener le fils d'un homme riche et qui va tomber sur une vaste organisation qui va le pousser à la fraude, au mensonge et au meurtre. Sur Max se trouvait la série Sympathizer, série de Park Chan-wook qui racontait des bandonistes communistes franco-vietnamiens à la fin de la guerre du Vietnam, qui est contraint de reprendre du service à LA. Et enfin sur Prime Video, Batman Cape Crusader, par les créateurs de la série d'animation culte, montrant un Batman encore débutant, qui lutte contre la police corrompue et une ville en proie à la guerre des gangs, faisant face à de nouveaux antagonistes comme Catwoman ou Gueule d'Argent. Ainsi, après les mentions honorables, nous pouvons dès maintenant attaquer le top à proprement dit. Et à la 10e position, je mets la série Has-Been Hotel de Prime Video, qui est une excellente série d'animation ultra bien réalisée, qui raconte l'histoire de la fille de Lucifer, s'échinant à construire un hôtel pour réhabiliter les gens des enfers. Et loin d'une série juste gore et irrévérencieuse, c'est une série ultra riche thématiquement, parlant avec déjà un concept what the fuck mais hyper intéressant, avec la question de comment réhabiliter les gens lorsqu'ils sont en enfer. Les deux personnages principaux sont très attachants et le lore construit vachement intéressant, avec des designs extrêmement iconiques. Et le petit taquet à Disney fait tout de même assez sourire. Le fait de créer un hôtel en enfer est un concept ultra attrayant, et ce que le scénario fait des anges et du mythe de la Genèse est assez osé, intéressant, voire presque même novateur. Donc une vraie réussite dont j'attends impatiemment une suite. À la 9e place, une seconde série Prime Video, Reacher saison 2, série d'action avec Alan Ritchson incarnant un personnage que Tom Cruise avait incarné en 2012-2016, qui est obligé de rassembler son ancienne unité qui semble être décimée peu à peu. Et c'est une super série d'action bourrine avec un gros côté enquête et un perso qu'on adore suivre ainsi qu'une intrigue haletante. Les scènes d'action sont toujours aussi bourrines et extrêmement bien réalisées, et ici on observe une nouvelle facette du héros principal. De même, tous les membres de l'unité, s'ils ne sont pas tous développés à la même échelle, ont une dynamique de groupe extrêmement intéressante et une alchimie à laquelle on arrive à croire. Le méchant est sympa, même s'il n'est pas du tout marquant, et c'est en somme une très très bonne seconde saison, et j'ai hâte de voir la saison 3 en février, qui s'annonce pas de tout repos pour notre policier militaire préféré. À la 8e place, on retrouve Le Problème à 3 corps, adaptation des romans de Liu Cixin, que j'ai critiqué dans le bilan du mois de mars, série Netflix de SF par les créateurs de Game of Thrones, en 8 épisodes avec un casting de fous furieux, et qui racontait une enquête sur des meurtres de scientifiques qui conduisent une organisation et un groupe de jeunes scientifiques à découvrir le début d'une invasion extraterrestre, menaçant l'humanité entière et ayant débuté dans les années 60. C'est une super série à suspense parmi les meilleures choses que j'ai vues cette année, avec des moments mémorables, des protagonistes attachants, une intrigue rythmée qui nous oblige à enchaîner les épisodes, et qui allie action, mystère et suspense avec des moments plus calmes et émotionnels. C'est une vision, je trouve, ultra logique d'une invasion extraterrestre et presque terrifiante, qui questionne sur la notion d'humanité, d'espèce, de divin, de découverte, et sur quand il faudrait s'arrêter sur le point de vue d'un autre sur nos actions. C'est l'une des meilleures séries de la plateforme et de l'année à rattraper si ça n'a pas été vu. À la 7e place, on retrouve la série gangster british de Guy Ritchie's Gentleman's, une autre série Netflix qui voit un ex-militaire héritier de la propriété de son père et découvrir que celui-ci travaillait avec des gangsters sur le trafic de cannabis, devant s'allier à cette dangereuse famille pour éliminer la concurrence et éloigner les siens du monde mafieux. C'est une excellente série de gangsters qui conserve un vrai aspect décomplexé, qui m'a souvent fait rire aux éclats, surtout dans l'épisode 2,
et qui se dote presque d'un aspect comic book dont certains de ses antagonistes haut en couleur. Les protagonistes sont géniaux à suivre, surtout le héros principal qu'on a plaisir à découvrir, et ayant une bonne dynamique avec Kaya Scodelario qui est vraiment excellente à suivre. Mais les persos préférés pour moi sont le jardinier de Vinnie Jones, qui est le frère joué par Daniel Griggs, qui sont ultra attachants, ultra touchants. On a vraiment de la peine pour eux à certains moments. Quant aux épisodes, ils s'enchaînent avec des intrigues vraiment hyper prenantes, on s'ennuie pas une seule seconde. En somme, du très bon contenu Netflix à dévorer sans hésiter. À la 6ème place, on retrouve la série The Boys avec sa 4ème saison. Et en effet, si comme je l'ai dit, cette saison fait bel et bien office de transition pour une saison finale qui arrivera en 2026 pour tout conclure, après, c'est quand même une très très bonne saison, avec un énorme cliffhanger qui nous a tous et toutes laissés sur le cul. Et cette saison, malgré cela, se révèle toujours une belle critique des univers cinématographiques à la Marvel, mais aussi et surtout une critique politique parodiant Donald Trump plus que jamais, avec un Anthony Starr qui, si elle n'est pas nommée pour un Emmy Awards, c'est vraiment la honte, et en incluant du sujet de société, on ne peut plus brûlant. Mais tous les personnages sont toujours aussi géniaux, avec un développement ultra intéressant, surtout pour Butcher qui a un twist ultra bien trouvé à son actif. Et les scènes d'action sont toujours très intéressantes, c'est toujours aussi gore, toujours aussi révérencieux, décomplexé, toujours dans le haut du panier, même si moins que le reste de la série, et faisant office de transition pour une 5ème saison qu'on veut voir arriver très vite. À la 5ème place, on retrouve la série House of the Dragon, revenue pour une saison 2, qui était vraiment bonne, mais moins quand même qu'une première saison qui était juste chef-d'œuvresque. Et comme la place précédente, c'est une saison de transition. Alors le générique me fout toujours les frissons et les acteurs-actrices sont toujours aussi charismatiques, avec une saison toujours ultra intéressante dans ses complots et intrigues politiques, où les manigances et changements de camp sont monnaie courante. C'est ça qui est ultra plaisant dans House of the Dragon. On assiste à une guerre qui monte crescendo, même si aucun des deux camps ne veut en venir à la guerre totale, et qu'on sait qu'ils vont échouer. On a des scènes marquantes, de la musique géniale, des intrigues passionnantes. Mais, là où le bas blesse, c'est que House of the Dragon saison 2 ne fait que poser des éléments pour en venir à la saison suivante, ayant pour conséquence des intrigues totalement inutiles, et qui rendent la série vraiment longuette avec des épisodes qui ne servent à rien, et qui traînent en longueur vraiment pour rien du tout. Dommage vraiment pour cette saison 2, même si c'est toujours la série de fantasy à regarder et l'une des meilleures du catalogue HBO. À la 4ème place, je mets la série Sugar, la série polar film noir qui a été une des plus belles découvertes de mon année. C'est une série courte aux épisodes rapides avec un Colin Farrell tout bonnement excellent qui a ainsi un de ses meilleurs rôles. L'intrigue est tout bonnement excellente, haletante, sans temps mort, et le fait d'avoir une série live avec des épisodes de 30 minutes est ultra appréciable car cela évite vraiment les défauts de rythme. L'ambiance polar noire est géniale et son appartenance au monde cinématographique est un aspect ultra bien trouvé et que je trouve génialissime. Quant au twist de milieu de saison, il est assez surprenant, changeant totalement notre vision sur ce que l'on visionne et explique certains aspects des personnages. Enfin, la mise en scène est vraiment qualitative avec une assez belle photographie. Dans l'ensemble, une excellente découverte que vous devez de rattraper car véritablement Sugar est une série qui mérite toute votre attention. En 3ème position, je mets la série X-Men 97, visionnable sur Disney+, suite de la série des années 90, qui est le meilleur contenu que le MCU ait proposé cette année, et l'une des meilleures séries que la studio ait proposé tout court. Et j'avoue l'avoir adoré. C'est une vision des X-Men qu'on aime voir, qui change par rapport au long-métrage, mais qui est tout aussi riche thématiquement parlant. On retrouve des thèmes chers à la saga, comme l'appartenance, l'acceptation, avec des intrigues passionnantes et des scènes juste épiques, comme celle à Genosha en milieu de saison, et des fois qui sont d'une rare violence. Sincèrement, je pense que c'est la série qui est presque la plus violente que Marvel Studios nous ait présentée. Chaque perso est développé d'une manière ultra intéressante et inattendue, et le cliffhanger de fin donne vraiment envie. Quant au méchant, il est inattendu car vraiment rarement vu, et ultra intéressant thématiquement parlant. Enfin, j'ai hâte de voir une seconde saison qui arrivera sûrement pour 2026 voire 2027 au plus tôt, mais pour moi X-Men 97 est une réussite et il faudrait qu'ils réutilisent les mêmes personnages, car là ils sont si bien installés que les X-Men peuvent débarquer dans le MCU n'importe quand. À la seconde position, je mets la série The Penguin du DC Studios. Vous avez vu ma critique, j'ai adoré la série. J'avais adoré The Batman et j'ai eu des étoiles dans les yeux lorsque j'ai retrouvé cet univers poisseux, sombre, violent, où la corruption est omniprésente. D'ailleurs, la violence ici est un peu plus présente que dans le film de Matt Reeves.
J'adore le protagoniste principal qui est ultra approfondi, développé, et qui prend plus de poids et de profondeur que dans le métrage où il est véritablement secondaire. J'ai adoré admirer ce monde mafieux qui ici évolue le jour, celui qui continue le boulot de Reeves et installe une vraie cohérence. L'antagoniste est excellente, l'actrice de Sophia Falcon donne une superbe performance, maniant le chaud et le froid avec perfection et connaissant une véritable montée en puissance, devenant de plus en plus terrifiante. De même, le jeune Vic est un atout intéressant, symbolisant notre découverte du milieu mafieux et étant ultra attachant, avec une fin surprenante et qui a été extrêmement triste pour beaucoup. En somme, une superbe série qui me fait encore plus adorer cet univers, et j'ai hâte de voir The Batman 2 en 2026 qui promet d'être chef-d'œuvresque. Avant de passer à la première place, quelques mentions honorables avec la série Dune Prophecy, bonne continuation des films de Denis Villeneuve que j'ai critiqué il y a vraiment pas très longtemps sur cette chaîne. Si vous voulez mon avis, vous pouvez regarder. True Detective Night Country, qui est une bonne suite à la série d'HBO, qui avait une ambiance intéressante et qui plonge un petit peu plus dans le fantastique. La série Fallout aussi, bonne adaptation des jeux avec des personnages sympas, une assez belle mise en scène et une intrigue intéressante. Et enfin Master of the Air, série de guerre d'Apple TV+, avec deux super acteurs et une super mise en scène. Et même si les scènes d'action ne valent pas Top Gun Maverick, bah, c'était quand même très bon. Et à la première place, je mets la série Arcane de Netflix, qui est ce que j'appellerais un chef-d'œuvre. En effet, cette série se classerait maintenant aisément dans mon top 3 ever avec Game of Thrones et la sacro-sainte Doctor Who. Déjà, l'animation est magnifique, offrant des visuels d'une puissance folle, qui me marquent et dont je me rappelle encore aujourd'hui. Ici, on suit une histoire complexe, avec des persos iconiques, torturés, qu'on aime, qu'on déteste, et dont on remet en question chaque action, mais qu'on veut voir réussir, voire échouer pour certains. Et ici, on brasse un nombre de thématiques incroyables, comme la famille, la sororité, la maladie mentale, la lutte sociale, les classes, la politique, l'usage du pouvoir, la corruption, et j'en passe. Le plus appréciable, c'est que l'histoire est menée jusqu'au bout, avec des scènes de puissance folle, aidées d'une BO d'une qualité folle que je me repasse à l'occasion. C'est vraiment une réussite, c'est vraiment presque un petit chef-d'œuvre. Comme je l'ai dit, l'animation est magnifique, ça change de style à certaines scènes. Enfin voilà, Arcane, c'est une vraie réussite. C'est LA série de l'année, l'un des meilleurs contenus qu'ait proposé Netflix depuis sa création, et une des meilleures séries de tous les temps que vous devez de rattraper d'urgence si ce n'est pas fait. Voilà, c'est la fin de ce top série de 2024, merci de l'avoir visionné, et j'espère que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à me dire le vôtre en commentaire. On se retrouve demain pour le top film, et dans les prochains jours pour les films et séries de 2025.